Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, septième vidéo, cette fois-ci consacrée toujours aux idées, mais sur la manière dont on peut travailler avec les idées. La première forme qu'on peut utiliser pour travailler avec ces idées et tout ce qu'on a dans la tête, ce sont les sentiments. À savoir ce dont j'ai pu parler de ça comme étant des idées innées, c'est-à-dire joie, tristesse, dégoût, peur, colère, surprise, mépris. On va prendre une forme, par exemple l'amour. À peu près tout le monde a une idée de ce que représente l'amour. Passage l'amour, c'est un peu comme le climat, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses, parce que l'amour, on peut le subdiviser en beaucoup de choses, il y a différents sentiments mêlés, et justement, comme on n'arrive pas à décrire ça correctement, on va utiliser un mot qui est l'amour. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est comment on peut travailler sur justement cette idée d'amour. Alors, on va commencer. L'amour, le sentiment que j'en ai, ça me procure de la joie. C'est-à-dire, par exemple, vous venez de tomber amoureux, vous êtes avec la femme que vous aimez, eh bien vous êtes joyeux, tout va bien, et l'amour, c'est quelque chose d'extraordinaire, et vous êtes heureux avec ça. L'amour, ça peut être de la tristesse. C'est vrai que l'amour, ça rend pas toujours forcément toujours heureux, on n'est pas toujours dans la joie quand on est amoureux, et même souvent d'ailleurs on peut être triste, et donc je vais ressentir l'amour, cette idée que j'ai dans la tête, comme quelque chose de triste. L'amour, le égal dégoût. Donc l'amour là, ça me dégoûte, c'est-à-dire tous les gens qui s'aiment là, c'est un peu répugnant, c'est un peu dégoûtant, c'est des petits trucs, des petites mamailles de couple, tout ça, c'est un peu pénible et puis vraiment ça me donne la nausée quand j'y pense parce que c'est un peu comme enfin c'est comme des choses pas quelque chose de pas frais quoi, c'est ça me dégoûte quoi, comme comme des fruits de mer pas frais par exemple, c'est assez répugnant. L'amour, j'en ai ce sentiment-là. L'amour, ça me donne peur. Par exemple, c'est vrai que l'amour, ça peut être assez terrifiant. On a une fille qu'on aime, on aimerait lui dire, on sait pas trop comment s'y prendre et comment faire. Et puis, finalement, quand on a l'idée en tête de l'amour, eh bien, on est un peu terrorisé à cause de cette idée-là. L'amour, ça m'énerve. C'est vrai que tous ces couples-là, ils sont chiants. Ils n'existent plus. Il y a plus que l'homme et la femme n'existent plus, ou alors peu importe le couple d'ailleurs. Mais il y a plus que l'idée du couple qui existe. Et dans l'espèce d'amour comme ça, enfin, ça m'énerve à chaque fois que je vois ça. L'amour, la surprise. Euh, un jour, je me baladais dans la rue. Et en fait, je suis tombé amoureux d'une fille au premier regard. Et donc, quand je pense à l'amour, j'ai toujours une espèce de sentiment, un choc qui me prend. C'est pas de la peur, c'est vraiment de la surprise indéfinissable. C'est quelque chose qui vous tombe sur le coin de la gueule. Enfin, voilà. L'amour égale mépris. Alors, le mépris, les gens qui sont amoureux, ils sont bêtes. Ils ont rien compris à la vie. Vraiment, faut les laisser tomber les gens amoureux. Ça sert à rien. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pris une idée très simple, l'amour, et j'en ai eu plusieurs sentiments successifs. Joie, tristesse, dégoût, etc. Je vais en prendre une autre, la démocratie par exemple, l'idée que le peuple, et plutôt d'ailleurs on devrait dire les citoyens très exactement, parce que le vrai mot de peuple en grec c'est laos. Donc en fait, quand on dit démocratie, on pense au peuple non pas en tant qu'une espèce de masse de gens informes, mais on pense au peuple en tant que citoyen ou en tant que masse de population ou peuple politique. On parle le terme le plus politique de ce qu'il y a dans le peuple. Donc la démocratie, c'est pas le pouvoir des gens, c'est le pouvoir du peuple, le peuple qui a des intérêts politiques à défendre ensemble. Donc la démocratie, la joie, la démocratie c'est génial. Moi, chaque fois que j'entends parler de démocratie dans le monde, ça me rend très très heureux. Enfin, je veux dire vraiment, si je pouvais me réveiller tous les matins et de toute ma vie sous un ciel démocratique, je me sentirais bien mieux. C'est quand même magnifique la démocratie. Vive la démocratie, il en faut plus, toujours plus, etc. La démocratie, ça me rend triste. C'est vrai que je suis un peu anxieux je vois l'approche des élections et quand je pense à la démocratie, à tous ces gens qui vont voter, ça me rend triste parce que finalement aller à la pêche le dimanche, c'est quand même plus intéressant que voilà de s'occuper du destin de sa nation ou ce genre de choses. Démocratie et dégoût. La démocratie, c'est vraiment ce qu'il y a de plus répugnant sur Terre, c'est-à-dire c'est mauvais, c'est fade, on prend les gens pour des imbéciles, c'est vraiment c'est pour les cons. J'ai toujours la nausée qui vient quand j'entends parler de démocratie. Démocratie et peur. La démocratie, ça me fait quand même un peu peur, c'est-à-dire
on sait pas ce régime là, on sait pas trop où ça va, ça a ni queue ni tête. Il y a des élections, il faut voter, on comprend rien au programme. Et puis tous ces hommes politiques là, on sait pas ce qu'ils veulent. Je veux dire, c'est terrifiant quoi. Démocratie et colère. Alors moi j'en peux plus. Vraiment je suis au taquet. Je veux dire, encore un peu de démocratie et je sens que là je vais vraiment serrer le poing et m'énerver parce que plus j'entends parler de démocratie, plus ça monte là et à un bout de moment ça va sortir comme ça et là je pourrais plus me maîtriser. Donc non, la démocratie ça me rend nerveux. Démocratie et surprise. Tiens, mais je me suis réveillé ce matin. Et je me suis rendu compte que j'étais sous la démocratie, mais c'est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire, déjà, je me suis réveillé ce matin, c'est extraordinaire, et puis ça aurait pu ne pas arriver, et puis je me suis rendu compte qu'on était dans un pays démocratique. Ma surprise, quand je me suis rendu compte que on pouvait enfin aller voter, ou je veux dire qu'on pouvait encore une fois aller voter. Moi, je pensais que c'était fini, mais non, ça revient encore. Chaque fois, ça me fait une sensation de surprise un peu bizarre. Démocratie et mépris. La démocratie, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est vraiment, je veux dire, dans l'échelle de toutes les systèmes politiques qu'on pourrait avoir, c'est vraiment celui qui est juste en dessous du dernier de l'échelle. C'est Platon qui disait ça, c'est pas moi. C'est-à-dire que juste après la démocratie, il y a la tyrannie, et après il y a rien de pire. Tyrannie, hein, c'est le pouvoir des désirs. Donc, vraiment, moins de démocratie possible. Il faut même, c'est assez un peu dégoûtant. Je suis pas spécialement énervé, ça me fait pas peur, mais je veux dire vraiment, c'est de la merde. Et puis faut arrêter. Il faut passer à autre chose. Voilà. Oublier la démocratie, ça ne sert à rien. Donc là, pareil, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai pris la démocratie et j'ai joué avec mes sentiments sur cette idée de démocratie. Alors, je suis passé progressivement de la joie, tristesse, dégoût, peur, etc. Et vous voyez que sur une idée simple, qui paraît a priori simple, on peut avoir tout un tas d'émotions et de sentiments successifs. Et l'intérêt de faire ça, n'est pas de savoir si effectivement la démocratie ça rend heureux ou ça rend les gens en colère. C'est pas ça l'idée. L'idée, ce que j'aimerais que vous arriviez, c'est de faire en sorte que face à n'importe quelle idée, vous puissiez construire tous les sentiments possibles et imaginables. La démocratie, c'est ni bien, ni mauvais, ni moins bon, ni rien du tout. Je veux dire, c'est quasiment est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Il faudrait on peut pas y répondre comme ça simplement. Euh, Et d'ailleurs, on n'est même pas là, justement, dans l'idée de philosophie, de juger, de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Pour l'instant, on essaie de se maîtriser soi-même et de pouvoir utiliser plusieurs idées sur lesquelles on a plus ou moins des sentiments et de les utiliser tous les uns après les autres. J'aurais pu utiliser d'autres choses, j'aurais pu parler des enfants. Là, les enfants ça me fait peur, effectivement, on peut imaginer ça, les enfants ça vous fait peur, ou les enfants ça c'est la joie, ça me rend heureux, j'ai envie d'avoir plein d'enfants parce que je sais que ça va me rendre heureux, ou alors du mépris, hein, les enfants ça sert à rien, vaut mieux les jeter à la poubelle et avoir une vie agréable. Donc vous voyez, par rapport à toutes ces choses-là, je peux avoir différents sentiments, et l'objectif c'est d'avoir pas un sentiment ancré sûr et certain par rapport à quelque chose, mais d'en avoir plusieurs, parce que si un jour vous êtes terriblement amoureux de quelqu'un et vous trouvez que l'amour c'est extraordinaire, génial, magnifique, extraordinaire, eh bien le problème c'est que du jour au lendemain, vous pourrez très bien, vous apprenez que je sais pas moi, votre femme vous a trompé, eh bien vous pouvez tout de suite passer de la tristesse à la colère. Et quand on passe souvent d'un état à un autre, un peu comme un chimie, il y a un réchauffement comme ça, les choses s'emballent un petit peu. Et en fait, ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de pas vivre dans un monde où à chaque fois on est sans cesse ballotté entre différents sentiments, parce que c'est changeant tout le temps, mais plutôt pouvoir essayer de maîtriser tous les sentiments par rapport à toutes les idées pour pouvoir, si vous voulez, avoir une appréhension plus générale. On peut comprendre que, par exemple, euh, certains trouvent que la monarchie c'est génial, par exemple. Et c'est très bien, si ça les rend heureux de savoir qu'il existe la monarchie, qu'on va peut-être pouvoir mettre une monarchie en France ou pas. Il y en a qui méprisent profondément la monarchie parce que ça permet pas un régime parlementaire, etc., etc. Donc, au lieu d'avoir un seul sentiment ancré et fixe par rapport à une idée, essayez de tous les avoir. Ça vous évitera de vous faire balloter entre deux sentiments. Et quand vous faites balloter entre deux sentiments, généralement, vous ressemblez à rien. Et, et c'est comme ça qu'on devient malheureux, c'est en ne sachant pas quoi mettre avec les idées. Et ne pas savoir comment réagir, plutôt que ne pas savoir comment réagir ou tomber tout de suite dans des excès qui sont la haine ou je sais pas quoi, la colère. Essayez plutôt de préparer le terrain en quelque sorte pour avoir toutes ces options de sentiments par rapport à certaines idées. Une autre méthode pour travailler avec ces idées, c'est la poésie.
Alors la poésie, c'est pas bien compliqué. C'est pas là. La poésie, alors, art de la fiction littéraire, du latin poesis, du grec poiesis, qui veut dire création. Art du langage visant à exprimer ou à suggérer quelque chose par le rythme, surtout en vers, harmonie et image. Voilà. Donc, quand on parle de poésie, on parle très clairement de création. C'est-à-dire, l'acte de création, c'est le terme général qui devrait définir l'idée de création en art, c'est la poésie. Alors évidemment, on dit qu'un peintre, il est en train de peindre, il n'est pas en train de faire de la poésie. Mais alors, on dirait la poésie des images à ce moment-là. Vous voyez, donc tout ce qui est de l'ordre de la création, c'est de l'ordre de la poésie. On appelle ça la poésie. Alors, l'avantage de la poésie, c'est quand on travaille avec ses idées, et dans cette idée de travailler avec ses idées, c'est que la poésie, on peut associer un peu n'importe quoi avec, un peu n'importe quel mot, n'importe quelles idées ensemble. Et justement, l'intérêt de la poésie, c'est de pas être logique. C'est-à-dire d'associer tout et n'importe quoi, n'importe comment. Alors évidemment, tout doit pas sortir comme ça un peu brut, mais une fois que mettons qu'on a écrit un cahier de poésie, donc on a écrit 30 lignes, pas 30 lignes, 30 pages de poésie, tout ne sera pas bon puisque c'est un peu des sentiments qui vont se mêler à de la logique, à plein de choses, à des images, etc. Et alors tout n'est pas bon, mais une partie est conservable et on va dire que cette partie-là a un sens. Et on est parti du n'importe quoi pour arriver au sens, en quelque sorte. Et donc en fait, on peut associer toutes les idées entre elles, et c'est bien de le faire parce que ça permet de trouver des choses que peut-être sans la liberté qu'on a avec la poésie, on l'aurait pas fait. Alors je vais vous donner deux idées que je trouve géniales. Ça vient de la poésie de Léo Ferré. Voilà, alors un réverbère en robe du soir, par exemple. Je trouve ça génial parce que à la limite là, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça avait sans doute un sens pour lui. Enfin, j'espère que ça avait un sens. Mais un réverbère en robe du soir, alors là, je vois pas trop de quoi il parle. Sans doute un sens profond. J'ai pas envie d'aller chercher sur internet. Je préfère être encore un peu surpris par ce vers qui est super. Ou alors une cigarette sans cravate, par exemple. Une cigarette sans cravate que l'on fume à l'aube démocrate, etc., etc. Mais je trouve ça extraordinaire parce que une cigarette et sans cravate, vous l'auriez jamais trouvé si vous étiez pas laissé aller à de la poésie. Alors ça peut donner tout et n'importe quoi, et c'est ça qui est bien, c'est que ça donne tout et n'importe quoi, et quand on raffine un peu, on trouve des expressions magnifiques, etc. Un petit point, pourquoi est-ce que la poésie a pu être à un moment donné un enjeu vraiment politique? Alors il y a deux raisons à ça, qui sont en partie à cause de Platon, tout simplement parce que dans la République de Platon, Platon écrit la République dans laquelle il fait parler Socrate, et Socrate explique qu'il faut absolument, il parle des vers d'Homère, hein, Homère, donc c'est la mythologie grecque, et il dit il faut absolument que certains vers soient effacés. Tous les vers, par exemple dans la poésie, qui pourraient amener l'idée de contester ses parents, doit être absolument supprimé dans la poésie d'Homère. Et il prend quelques vers il montre quelques exemples de vers et il dit ces vers-là, il faut les supprimer, il faut surtout pas que nos enfants puissent un jour associer deux idées, qui est celle de contester ses parents, par exemple. Donc, est-ce que c'est un enjeu politique? C'est par exemple si mettons, au XIVe siècle, je me mets à associer l'idée de néant. Alors déjà, faut-il encore avoir l'idée de néant? Mais si je me mets à associer librement toutes les idées et j'associe le néant et Dieu, je risque très malheureusement, très fortement de faire penser que et si Dieu n'existait pas. Alors évidemment la question se posera beaucoup plus tard, mais si vous voulez, quand je suis dans la libre association, à un moment donné, je risque de dire des choses qui risquent d'être néfastes au pouvoir en place, et donc là évidemment on essaye de limiter la poésie comme on peut. Alors c'est pour ça que la poésie, jusqu'à très longtemps, parce que dans les sociétés démocratiques, je veux dire cette énergie créatrice et son potentiel destructeur au niveau politique est vraiment très maîtrisé par, on va dire,
le bon sens populaire et le fait que les gens, même en temps de crise, ont quand même tendance à voter pour des grands partis qui sont quand même, on va dire, ils sont pas les grands partis politiques qui sont souvent qui reçoivent le plus de votes. On peut les critiquer autant qu'on veut, ce sont pas des fous, quoi. Ce sont pas des dingos. Et comme ce sont pas des dingos, et comme les gens ont tendance à utiliser leur bon sens, euh, on peut laisser aussi les gens s'exprimer un peu comme ils veulent, ne serait-ce que écouter les paroles de rap. C'est pas très républicain souvent comme parole, mais c'est pas grave puisque dans une démocratie, ce genre d'expression libre ne pose plus autant de problèmes qu'elle pouvait poser dans une société où avant, ne serait-ce que d'associer certaines idées pouvait poser un problème politique très sérieux pour les gens en place. Ensuite, l'intérêt de la poésie, ça peut être utilisé dans la méthode psychanalytique, c'est-à-dire alors c'est utilisé aussi dans le spiritisme, enfin dans plein de choses, qui est l'idée qu'on va prendre un stylo et qu'on va écrire sur une feuille de papier, même peut-être sans regarder la feuille, et on va écrire tout ce qui nous passe par la tête. Et à un moment donné, on écrit sans regarder, donc j'écris, et l'idée c'est que inconsciemment, dans mon esprit, j'ai associé certaines idées qui peuvent me poser des problèmes psychologiques, où j'ai certaines choses dans la tête qui ne sont pas très claires, et donc comme je peux pas l'exprimer, j'ai peut-être pas les mots pour le dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais associer n'importe comment les mots, et dans ce n'importe quoi, on va retrouver l'inconscient qui lui-même n'arrive pas à se formuler dans le conscient, vous voyez? Donc ça peut être aussi intéressant pour ce qui est de l'ordre de la méthode psychanalytique. Enfin, petite parenthèse sur le monde actuel. Alors, ce que je dis est très critiquable, j'en ai conscience, mais si vous voulez dans le fond, l'idée actuelle du rap, du hip-hop et de toutes ces choses-là part toujours du même principe. C'est-à-dire dans le fond, c'est la même chose. On associe un peu tout et n'importe quoi ensemble, et quand on prend ce qu'il y a de meilleur, souvent ça peut donner de belles expressions aussi. Alors évidemment, on compare pas Rimbaud, on compare pas Rimbaud, Baudelaire ou Victor Hugo à je sais pas moi, à Akhenaton par exemple, mais si vous voulez, la démarche est strictement la même, c'est-à-dire on va lâcher tout ce qu'on a sur du papier et puis on va garder ce qu'il y a de meilleur. Et donc voilà, vous avez des expressions. Alors c'est pas une cigarette sans cravate, mais ça sera l'école du micro d'argent par exemple. Bon, école du micro d'argent, ça associe quand même un certain nombre de choses qui a priori n'étaient pas associées. Pour les associer, il a fallu faire travailler son cerveau, être dans le domaine de la création. Toujours dans l'idée de travailler avec ces idées, là, ce qu'on a dans la tête un peu, on a un outil qui s'appelle le jugement, avec lequel on va essayer de hiérarchiser tout ce qu'on a dans la tête. Alors, je le dis, je le répète et je le conserve, hein, il faut pas poser son jugement. Et quand je veux dire poser son jugement, c'est-à-dire on peut juger, mais de penser qu'on a la bonne vérité, ça se fait qu'on a tout de suite une vision très lourde des choses, et puis quelqu'un qui nous assène ses vérités, c'est vraiment pénible. Alors, il faut pas poser son jugement, mais il faut bien vivre, il faut bien hiérarchiser les êtres, les idées, il faut bien hiérarchiser les choses, et comme on a tendance à hiérarchiser, mais pas forcément de façon positive ou négative, hein. C'est-à-dire on peut dire que effectivement le raton laveur c'est un animal. J'ai pas jugé le raton laveur, j'ai juste replacé dans une hiérarchie. Un animal c'est un être vivant, etc. Donc je peux, ne serait-ce que par le langage, hiérarchiser les choses. Mais bon, souvent on aura, enfin, souvent quand on utilise des jugements dans le quotidien, on va pas malheureusement s'arrêter à juste essayer de hiérarchiser les choses. On va vraiment y rajouter quelque chose de l'ordre du personnel, du sentiment. Par exemple, si je vous dis les gâteaux au chocolat sont meilleurs que les gâteaux à la fraise, eh bien, je vais hiérarchiser, je vais dire que voilà, le gâteau au chocolat est effectivement meilleur que le gâteau à la fraise. Alors que là, c'est pas du tout c'est des affaires de goût. La limite, c'est chacun son jugement. Ouais, moi, quelqu'un pourra me dire, bah, la tarte au citron, c'est meilleur que les profiteroles, et moi, je peux faire le Paris-Brest que c'est bien meilleur qu'un opéra, etc., etc. Donc, l'idée n'étant pas à la limite de juger ce que les autres doivent faire, mais d'essayer de juger ce qu'on a dans la tête. C'est vrai qu'il vaut mieux savoir ce qu'on préfère soi et ce qu'on préfère sa hiérarchie des choses, ne serait-ce qu'au niveau culinaire, mais sur plein d'autres niveaux, au niveau politique, au niveau philosophique, etc. On hiérarchise, et il faut mieux hiérarchiser d'une façon qui corresponde alors soit à son goût et sa vision du monde, soit au moins à quelque chose de cohérent. Euh,
Voilà. Si je vous dis par exemple, je vais porter un jugement, la démocratie c'est mieux que la monarchie par exemple. C'est un jugement. Je viens de juger dans mon esprit, en hiérarchisant les choses, je viens de dire qu'effectivement la démocratie c'est mieux que la monarchie. Vous pouvez argumenter, vous pouvez me dire non, c'est l'inverse, ou non, c'est pas tout à fait comme ça, ou vous pouvez argumenter pendant des heures, mais l'idée c'est juste comment est-ce que je travaille avec mon idée. J'en ai une qui est la démocratie, j'ai l'autre qui est la monarchie, et je vais mettre un rapport de hiérarchisation entre ces idées-là. Voilà. Parenthèse sur ce sujet de démocratie et de monarchie, hein, la démocratie peut élire un mauvais président, elle peut aussi élire un dingo, elle peut élire aussi un bon président, heureusement d'ailleurs, et puis un roi, ça peut être aussi un bon roi. Il y a eu des bons rois dans l'histoire de France, heureusement, il y en a eu des mauvais aussi, rassurons-nous, mais voilà. Le tsar qui s'est fait foutre à la porte par Lénine, je crois que c'est Nicolas II si je me trompe pas, eh ben, on dit que c'était un mauvais tsar, il y a eu la révolution, etc. Mais il y a eu des tsars en Russie qui étaient bons aussi. Il y a eu Pierre le Grand, par exemple, qui était un grand tsar. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle Pierre le Grand. Il a des côtés insupportables, il a des bons côtés. Alors, mais voilà, l'idée c'était juste de dire attention. C'est pour ça que je veux pas qu'on pose son jugement, c'est-à-dire que dire définitivement pour toujours et genre dans 150 millions d'années, ça sera toujours vrai que la démocratie c'est mieux que la monarchie, c'est pas sûr et certain. C'est pour ça que ne pas poser son jugement, c'est-à-dire je pense que la démocratie est mieux que la monarchie, mais je le pose pas comme une certitude absolue, vous voyez. Donc voilà, je juge pour hiérarchiser dans mon esprit. Donc c'est bien d'avoir un esprit hiérarchisé, hein, euh, ça vous fait comme une pyramide dans votre esprit. C'est vrai que par exemple, si vous devez hiérarchiser ce que vous devez faire dans votre vie avant de mourir, ou si vous devez hiérarchiser ce que vous devez faire demain tout simplement, vous n'allez pas dire tout est égal, vous allez commencer à hiérarchiser dans votre esprit. Ça c'est plus important que ça, et donc ça je le fais en premier, et la deuxième chose je la fais en deuxième. Comme ça, vous hiérarchisez tout le temps. Vous avez émis dans ce cas-là un jugement. Voilà. Une autre chose très intéressante qu'on peut faire quand on juge, et ça c'est très rarement fait, et ça c'est quelque chose que je vais essayer de développer le plus possible parce que ça rentre vraiment dans le cadre de la philosophie de combat, et pour ceux qui ont déjà remarqué, ça ressemble très fortement au stoïcisme. Euh, changer ses jugements et ses appréciations. C'est-à-dire, pardon, changer ses jugements slash appréciations, donc plutôt changer ses appréciations que l'on a des jugements. Donc changer les jugements qu'on a sur les jugements. C'est très simple à comprendre. Si je vous dis l'argent ça me fait peur, très bien, j'ai jugé que l'argent ça me fait peur, ou je juge que l'argent est quelque chose d'effrayant, eh bien, ce qui est effrayant, généralement, je me dis que c'est mauvais pour moi. Si ça m'effraie, c'est que ça doit être mauvais, certainement. Mais je peux faire quelque chose de très intéressant avec ce jugement-là, je peux le retourner complètement. Je dis toujours l'argent c'est effrayant. L'argent ça me fait peur, ça me terrorise, c'est effrayant, maintenant, toujours, dans 150 millions d'années, l'argent ça sera toujours terrifiant. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux dire ce qui me terrifie, eh ben avant je trouvais ça mauvais, mais ce qui me terrifie, je peux dire finalement c'est très excitant. Donc l'argent est effrayant, ça je le garde, à la limite je veux pas changer de jugement, peu importe, mais ce qui est effrayant, c'est ça m'excite, je trouve ça génial. Quand c'est effrayant, ça a un côté interdit, c'est super. Alors je pense ça, c'est vrai que l'argent la plupart du temps ça vous fait pas trop peur, mais pensez à des choses plus concrètes que vous pouvez dans votre vie en général. Par exemple, si je vous avais dit les filles ça me fait peur, les filles c'est effrayant, et ben j'aurais pu aussi dire voilà, maintenant dorénavant ce qui est effrayant pour moi, eh bien ça m'excite. Dans le sens, ça me donne envie d'aller vers, vous voyez, ça me donne du courage. Tout ce qui est effrayant me donne du courage, on va dire plutôt comme ça. Voilà, et donc l'argent, ça me fait peur, mais ce qui me fait peur me donne du courage. Donc finalement, vous voyez, on peut toujours travailler avec ces jugements pour les rendre les plus positifs possibles. Si, je sais pas moi, si rouler sur l'autoroute ça vous fait peur, je peux pas vous dire le contraire, ça vous fait peur, mais par contre ce qui vous fait peur, est-ce que c'est toujours forcément néfaste? Pas forcément, il y a des choses qui vous font peur, heureusement qu'elles vous font peur, il y a des choses qui vous font peur, mais qui sont un blocage. Est-ce que c'est une peur
qui est là légitimement parce que ça va vous sauver la vie, ou c'est une peur qui est vraiment un blocage. Et justement, avec l'exemple de l'autoroute, on sait pas vraiment, ça, c'est un peu des deux. Mais il y a aussi quelle est la partie la plus importante, le fait que ça soit quelque chose de néfaste ou le fait que vous avez une mauvaise maîtrise de ce qui vous fait peur. Voilà, c'est quelque chose, pardon, qui est essentiel à votre survie, donc heureusement qu'on a peur, ou c'est quelque chose qui que vous pourriez dominer tout simplement. Parce que vous connaissez mal la chose, etc. Donc, vous voyez, on peut utiliser ces jugements et les retourner un peu comme on veut. Quatrième façon qu'on utilise, qui est sans doute la plus utilisée, la plus importante quand on travaille avec des idées, c'est la logique, bien sûr. Alors, la logique, quand on travaille avec des idées, je vais dire quelque chose de très très simple que tout le monde peut comprendre. Pourtant, la logique est là. Si je vous dis 1 plus 1, donc j'ai additionné 1 plus 1. Et 1 plus 1, à moins qu'on prouve le contraire, ça fait 2. Mais l'idée de 2 n'était pas comprise dans le 1. J'ai dû associer un certain nombre d'idées, l'idée du 1, que j'ai réassocié elle-même à l'idée du 1, et ça m'a pas donné 1 au carré, ou ça m'a pas donné une autre idée. Pardon, ça, ça m'a donné une idée qui n'était pas comprise ni dans 1, ni dans plus, ni dans 1. Ça m'a donné 2. Donc, par la logique, je peux arriver à déduire un certain nombre de choses en les additionnant, les soustrayant, ou en faisant tout un tas de formules mathématiques. C'est pour ça que la logique et les mathématiques sont liées depuis toujours. Et donc, quand je vous dis 2, l'idée de 2 n'est pas comprise dans le 1. Pourtant, quand j'additionne 1 plus 1, ça me donne une nouvelle idée. Exemple très simple, hein. Là, j'ai une bouteille de Ricard, par exemple. Et là, j'ai une deuxième bouteille de Ricard, et quand j'additionne les deux bouteilles de Ricard, bah, ça me donne effectivement, j'ai deux bouteilles. Et l'idée de deux bouteilles n'était pas comprise dans la bouteille de Ricard toute seule. C'était le petit moment émotion. Voilà. Associer les bonnes idées entre elles. Donc, vous voyez que 1 plus 1 égale 2, 2 n'est pas compris ni dans 1, ni dans plus, ni dans 1. Un autre exemple, si je vous dis si j'additionne le bleu et le rouge, ça va me donner le violet. Or, l'idée du violet n'est ni compris dans le bleu, ni dans le rouge. En partie seulement, mais l'idée du violet vient après l'addition du bleu et du rouge. Donc, finalement, j'ai eu raison d'additionner l'idée du bleu et du rouge pour retrouver le violet. Par contre, si j'additionne l'idée du rouge et du noir, ça va pas me donner du violet, ça va me donner du rouge foncé. Vous voyez, donc si je veux arriver au violet, il faut que j'additionne le bleu et le rouge. Et je peux pas additionner d'autres idées. Et donc en fait, il se trouve que pour la plupart des choses, quand on pense avec des idées, on additionne ou on essaye d'additionner les bonnes idées pour en trouver des nouvelles. Parce qu'il n'y a pas seulement la création et de dire et de faire n'importe quoi. Il y a, ouais, il y a pas que la poésie, il y a aussi la logique. On peut arriver d'une autre manière à associer les idées entre elles, et ça va vous donner du violet, ça va vous donner le 2, l'idée de 2 n'étant pas compris dans ce qu'il y avait avant. Il y a d'autres idées qui sont plus disparates et qu'on peut aussi associer. Par exemple, si je vous additionne le taux de chômage et l'inflation, eh bien, si j'additionne l'idée du taux si j'additionne l'idée du taux de chômage et l'idée d'inflation, ça va me donner quoi? Ça va, pour l'instant, c'est pas très bien. Le taux de chômage, c'est la population active désirant travailler qui ne peut pas pourvoir un travail parce que il y a pas assez de travail. Et en même temps, l'inflation, c'est l'augmentation constante des prix. A priori, il n'y a pas de y a pas de lien entre les deux. Et puis un économiste qui s'appelle Phillips a montré, grâce à la courbe de Phillips, qu'il y avait pas bien sûr, mais on a découvert logiquement en travaillant sur cette idée d'un côté du taux de chômage et de l'autre de l'inflation, qu'il y avait effectivement un lien entre le chômage et l'inflation. Voilà, je pourrais continuer à développer plus longtemps, hein. Ça a donné l'idée du Nérou, c'est-à-dire le taux de chômage pour lequel l'inflation n'augmente pas. On verra ça quand on reverra un peu d'économie, parce que ça a des implications, surtout dans le monde actuel, qui sont très importantes. Et donc voilà, donc la logique est une méthode parmi d'autres, hein, mais c'est une méthode que l'on utilise, et heureusement, plus vous montez haut dans la hiérarchie, en tout cas universitaire, en tout cas quand vous montez en haut dans la philosophie,
On verra ça quand on étudiera la métaphysique, et surtout quand on étudiera un peu Emmanuel Kant, que le coup de génie d'Emmanuel Kant, ça a été de lier aux sciences. Et le sérieux de la science, c'est quoi? Les maths et la géométrie. Pourquoi les maths et la géométrie? C'est parce que les maths, la valeur de 1 a une valeur constante dans le temps, et peu importe si j'aime ou pas le 1, il a quand même une valeur de 1. Donc il n'est pas soumis, si vous voulez, il est intangible. Le 1 est intangible. La géométrie, un rond, c'est des idées intangibles. Et l'idée de Manuel Kant, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces idées intangibles pour créer une morale, par exemple, ou réfléchir à la métaphysique. Puis on verra tout ça plus tard en détail. Donc voilà, la logique permet d'associer certaines idées, et on se rend compte que ces idées ont un rapport entre elles. Et ce rapport entre elles, on le détermine, on peut le déterminer théoriquement. On peut aussi le vérifier. Il se trouve que la courbe de Phillips a été non pas théorisée, mais a été analysée a posteriori, c'est-à-dire on voyait des chiffres de taux de chômage, on voyait des chiffres d'inflation, et on se rendait compte qu'il y avait un lien entre les deux. Et on a essayé d'associer logiquement les deux entre eux, ça donne la courbe de Phillips. Si vous voulez en savoir plus sur la courbe de Phillips, allez voir sur internet ce qu'ils en racontent. Voilà, c'était les 4 façons essentiellement qu'on utilise pour travailler avec ces idées. Il y en a sans doute d'autres, hein. Tout n'est pas absolument exhaustif. De toute façon, j'ai pas le temps de faire quelque chose qui travaillerait ça pendant des heures et des heures. Donc voilà. L'idée première, c'est de travailler avec ses sentiments et de savoir maîtriser ses sentiments suffisamment pour en avoir, pour savoir les maîtriser en les associant à tout ce qu'on peut avoir dans la tête. La deuxième, c'est la poésie, c'est-à-dire je n'associe pas des sentiments à des idées, mais là j'utilise les idées un peu n'importe comment. Le troisième, c'est des jugements, c'est-à-dire que je vais hiérarchiser les idées entre elles, comme je peux hiérarchiser les êtres ou tout un tas de choses. La quatrième, pardon, c'est la logique. Donc je vais essayer de trouver des connexions logiques entre mes idées. Le 1 s'additionne avec le 1 pour des tas de raisons, ça me donne le 2. Le bleu s'associe effectivement avec le rouge, ça me donne le violet. Et puis le taux de chômage et l'inflation me donnent une courbe de Phillips. Donc finalement, certaines idées s'associent entre elles, et l'intérêt de la logique, et surtout, on verra ça plus tard, mais c'est d'essayer de ne pas avoir des jugements irrationnels, c'est-à-dire qui ne s'associent rien, d'associer les idées n'importe comment. C'est bien quand on a de la poésie, mais quand on prétend associer les idées n'importe comment et faire avec ça de la science, eh bien c'est qu'on est hors du coup. Si on pense faire des jugements alors qu'on fait des sentiments, c'est qu'on n'est pas en train de hiérarchiser, mais c'est qu'on est en train de ressentir les choses. Donc il faut pas confondre jugement et sentiment. Donc voilà, ne pas confondre les choses, essayer de séparer tout et de maîtriser. Maîtriser, c'est-à-dire savoir maîtriser ses sentiments, savoir faire de la poésie, c'est-à-dire savoir lâcher son esprit sur du papier, sur une toile, sur un micro, enfin savoir tout déverser comme ça un peu de façon brouillonne. Les jugements, c'est savoir hiérarchiser et savoir maîtriser ces hiérarchies, et à la limite les modifier si on veut. Et puis la logique, c'est savoir penser rationnellement. Et penser rationnellement, ça permet souvent d'avoir raison quand on vous pose une question. Si vous utilisez votre logique, souvent vous arrivez à avoir des raisonnements qui ne sont pas des sentiments, qui ne sont pas de la poésie, qui ne sont pas des jugements, mais qui sont une combinaison d'idées exactes. Combinaison d'idées exactes, c'est bien parce que ça permet de travailler. Ça permet aussi, si les idées sont suffisamment exactes, d'être transmises à nos enfants pour être retransmis, etc. Parce qu'une fois qu'on a trouvé une bonne vérité du style 1 plus 1 égale 2, c'est génial, on peut en trouver d'autres, 1 plus 1 plus 1 égale 3, et donc on peut ainsi de suite. Et ça, ce qui est génial, c'est que ces vérités-là logiques sont souvent transmissibles. L'erreur qu'on fait aussi, c'est de faire croire que toutes les sciences sont forcément logiques et connectent les bonnes idées entre elles, mais bon, ça c'est d'un autre ordre, et on verra ça un peu plus tard. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était donc la 3e vidéo sur les idées. J'espère que c'était suffisamment clair. J'espère que vous n'avez pas pris pour un alcoolique parce que j'ai sorti 2 bouteilles d'alcool. C'était un peu pour rire. Et puis, donc, je vous souhaite à bientôt. La prochaine vidéo, c'est sur la dialectique. Au revoir.